Voilà, Théo va nous laisser, mais vous restez dans la salle évidemment. Et nous, on va dézoomer un petit peu, puisqu'après avoir évoqué la mobilisation marnaise, on va voir la rétrospective de la montée en puissance du mouvement depuis l'automne dernier. En vidéo. C'est trop juste. Avec ces annonces, le Premier ministre a finalement réussi à faire lever un barrage. Mais voyez-vous, en France, il y en a plus d'une centaine. Nous avons mis dans les mains du chef de l'État ce que nous attendions, qui est le fruit de l'ensemble du travail réalisé. Après ce temps des urgences, ce temps du travail, et donc le chef de l'État connaît maintenant ce que sont nos revendications. Le rôle de nos syndicats, encore une fois, c'est d'être un corps intermédiaire responsable. Nous l'avons été. C'est maintenant au président de la République qu'il appartient de prendre les décisions. On avait réclamé 3 sujets autour de la fierté, de la dignité, de la juste rémunération et des conditions d'exercice de notre métier. C'est un enjeu ô combien important et nos messages ont été passés. Passés grâce à vous, grâce à la mobilisation des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ce que nous faisons entre les plus jeunes et les plus anciens, c'est préparer l'avenir. Parce que la colère que nous montrons, elle doit se traduire dans un projet pour l'agriculture française. Voilà, et on voit que la route qui est dessinée est parfois semée d'embûches. On va faire remonter Hervé Lapie sur scène avec nous. Et puis on va accueillir également Arnaud Gaillot en duplex avec nous. Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Voilà, Hervé Lapie qu'on ne présente plus, qui est président de la FDSEA 51 et secrétaire général de la FNSEA. Et puis Arnaud Gaillot, agriculteur-éleveur dans le Doubs, producteur de morbier, donc dans le Doubs, là où vous êtes, un ancien président des JA. Vous avez passé le flambeau à Pierre Gorel il y a une semaine. Alors en duplex avec nous, alors qu'on devait vous avoir à nos côtés. Rien de grave, j'espère ?
Non, non, rien de grave, juste les durs aléas du métier d'agriculteur. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir échanger avec nous et répondre aussi aux questions de la salle à la fin de cette deuxième table ronde. Hervé, Arnaud et Laurent qui est resté avec nous, vous avez entendu ces témoignages très touchants. Une mobilisation, c'est de l'humain, c'est de l'émotion, parfois des petits débordements émotionnels à gérer. Et pourtant, il faut raison garder, on dirait un politique qui parle. À l'échelle nationale, comment on gère la complexité des multitudes de demandes de terrain, 120 propositions remontées au total, mais plus de 2500, je crois, à l'origine. Hein. Être en responsabilité, c'est aussi ne pas dire oui à tout et tout de suite. Oui, effectivement, enfin, je pense qu'on va partager avec Arnaud ce qu'on a un peu vécu. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a vécu un moment historique de notre histoire syndicale. On a vécu pendant 15 jours avec les jeunes agriculteurs dans un QG à Paris où on ne dormait pas beaucoup. On avait une proximité très forte avec les jeunes agriculteurs pour construire en fait les revendications de l'agriculture française. Dans une démarche démocratique assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a tout validé avec le réseau. C'était des visios tous les jours, tous les 2 jours. C'était des échanges avec nos présidents de Fédé, les présidents de JA. Et donc, on a construit nos revendications de Perpignan à Dunkerque et de Brest à Strasbourg pour emmener l'ensemble de l'agriculture française. Et donc, on a pris tous les territoires, toutes les productions, toutes les filières, tous les agriculteurs. Et je pense que c'est la force de nos réseaux que de temps en temps, les gens ne se rendent plus compte de la force de laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, si on a été capable de sortir plus de 120 propositions, c'est nos 2 conseils d'administration qui les ont validés avant de les porter sur le bureau du Premier ministre. Et donc l'objectif, c'était bien celle-ci. Vous imaginez un gouvernement nous dire il nous faut 400 mesures, nous on en avait 120. Et donc on ne pouvait pas emmener l'agriculture française autour de 4-5 mesures. Et donc c'est ça qu'on a construit de manière exceptionnelle. Je peux vous assurer que sur l'aventure humaine, c'est très très fort parce que vous êtes dans un moment particulier, vous êtes sur tous les territoires. Ça chauffe un peu partout, mais les gens respectent les consignes et on a été dur, certainement dur. Aujourd'hui, j'ai peut-être mis mon costume, mais je peux vous assurer que j'avais le costume de secrétaire général et que j'étais très dur avec nos adhérents aussi pour dire que les gars, on est dans un moment particulier et que si on a le soutien de la population, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la dignité de ce que vous êtes en tant que paysan et c'est ça qui nous fera avancer. Donc c'est ce moment-là qu'on a partagé avec les jeunes agriculteurs pendant nos 3 mois de mobilisation, mais surtout 15 jours dans un quartier général qui était digne de ce nom. Dignité, on y reviendra, parce que c'était un des grands chapitres. Arnaud, vous voulez compléter la réponse d'Hervé sur cette question de la construction des quelques 120 propositions à partir de centaines et de milliers de propositions qui remontaient du terrain et de toute la France ? Oui, c'est ce qui fait finalement la dureté de la mission quand on est au national, c'est d'arriver à compiler la diversité de la ferme France, avec en plus sur ces mobilisations-là, une intensité qui n'était pas la même suivant où se trouvait en France. Ça a été justement dit, on va dire que le nord de la France, alors la région Grand Est, mais la région aussi où je suis, Bourgogne-Franche-Comté, on démarre plus tard que les régions du Sud, où on a un niveau d'exaspération et un niveau de colère qui est encore, même à l'heure actuelle où on se parle, qui est encore bien plus élevé, parce qu'eux, ils ont, malheureusement, si je peux dire, ils ont gagné toutes les mauvaises aléas pour l'agriculture dans leur zone, que ce soit sur le climat, que ce soit sur le revenu, que ce soit sur les filières. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les premiers barrages ont été là-bas et que finalement, les panneaux à l'envers ont aussi démarré du tard. Après, oui, comme l'a dit Hervé, la tâche qui était la nôtre, c'était d'arriver à compiler l'ensemble des revendications qui sont différentes d'une région à l'autre, avec un gouvernement qui, comme le disait Hervé au début, très dur, hein, qui demandait qu'on se mette d'accord sur quelques mesures pour finalement arriver à sortir de la crise. Alors, ils nous ont demandé 5 mesures, on leur a trouvé 5 axes. Ah, hein, ça s'appelle du compromis. 5 chapitres. C'est vrai que je pense que, et Hervé le disait, mais je pense qu'on a vécu un moment qui restera marqué à jamais pour ceux qui l'ont vécu. Et je pense qu'une des clés de la réussite de ce mouvement, c'est qu'il n'y avait pas, entre les 2 structures nationales qui sont JA et FNSEA, il n'y avait pas l'espace d'une feuille de papier à cigarette, et qu'on a vraiment marché main dans la main. Parce que quand vous êtes dans des moments comme ça, la moindre faiblesse que vous laisseriez paraître, le gouvernement s'en serait saisi. Ça a échappé à personne, ça a été dit aussi tout à l'heure dans les interventions de la salle, que
comme de par magie, 6 ans après, il y a des syndicats qui se réveillent, qu'on n'a pas trop vus auparavant et qui d'un seul coup émergent de nulle part, venant sauver l'agriculture et ayant la bonne idée. Bon, je tiens quand même à rappeler que nous, on est parti de 120 mesures. À l'arrivée, on en amène 62. Eux, c'est vrai que c'est plus facile, ils en ont 2. C'est plus simple d'être aligné sur 2 mesures. Voilà, donc je pense que le travail a été fait. Moi, je pense qu'il faut remercier notre réseau. Parce que moi je le dis souvent, mais finalement être à Paris sans une base solide et des adhérents et des adhérentes solides, on n'a pas trop d'impact. Et là, je pense qu'on a montré la force de l'adhésion et de nos départements. Alors revenons dans un discours de vérité, hein, Hervé, c'est le but, sur les avancées obtenues au terme de cette mobilisation, qui n'est pas terminée, puisque là c'est un peu un temps mort, mais le match va continuer, même si on est un peu dans les arrêts de jeu. On peut d'ailleurs reprendre les axes un par un, en commençant peut-être par ce chapitre justement dignité, fierté. Qu'est-ce qui a été obtenu sur ce chapitre-là? Ouais, je pense que celui-ci, c'est plutôt l'écoute qu'on a aujourd'hui. Enfin, Laurent et Théo, on en a parlé. On est pratiquement tous les 3 semaines à la préfecture pour retrouver un peu de sens et de vision de notre métier agricole. Et derrière la dignité et la fierté, c'est la capacité à produire, c'est la capacité à accompagner les projets et que réduire les délais de recours sur nos projets, par exemple l'installation classée pour la protection de l'environnement. On a réduit les délais de recours pour éviter qu'il y ait trop de recours. En général, les gens qui font des dossiers installation classée, ils respectent ce que nous demande l'ADREAL, ce que nous demandent les DDT, et malgré tout ça, il y a des recours. Et donc, il faut réduire les recours. L'idée, c'était tout ça. Et derrière la dignité, Théo l'a très bien dit, c'est aussi ce que nous a renvoyé la population en termes de soutien, mais c'est aussi ce qu'a renvoyé un peu les journalistes. Et j'en ai un en face moi, là, Julien. C'est pour ça qu'il s'est levé. Mais Julien fait partie des journalistes économiques qui connaissent très bien le monde agricole et le monde viticole du département. Mais je pense que pendant 15 jours, on a fait monter aussi en compétence les journalistes sur les sujets agricoles. Alors je l'ai dit en boutade au congrès de la FNSEA, ils ne l'ont pas toujours très bien pris, mais je pense que pendant 15 jours, on a occupé l'espace médiatique. On ne pouvait pas allumer une chaîne télé sans parler d'agriculture. Et on parlait d'agriculture en allant dans les dossiers de fond. C'est-à-dire qu'on expliquait ça sert à quoi de produire. On a même amené les sujets sur la protection des plantes, sur les phytosanitaires. Il y a un moment donné, on a été accusé de se dire on va balayer tous les sujets environnementaux. Ça n'a jamais été notre ambition. Notre ambition, ça a été de redonner du sens et de la vision aux agriculteurs. Et donc, ça a été le premier axe, en fait, qu'on a défendu avec les jeunes agriculteurs et la FNSEA. C'était la dignité et la fierté pour redonner, en fait, un espoir aux agriculteurs. Et moi, je le dis souvent, si on a eu 70 000 paysans de mobilisés pendant ces actions-là, c'est 70 000 paysans qui ont de l'espoir, qui ont une espérance dans ce métier-là. Et donc, quand vous n'avez plus d'espérance, vous ne bougez plus. Quand vous avez un espoir, eh ben vous bougez, vous essayez de faire bouger les lignes. Et je pense que c'est ça qui nous a renforcés aussi dans nos actions syndicales et la force du réseau FNSEA-JA. Je me trompe ou ça vous émeut encore d'en parler aujourd'hui comme ça? Oui, mais je pense que c'est des moments particuliers. Vous savez, quand vous êtes appelé à 2 h du matin parce que ça chauffe sur un barrage et qu'il faut calmer le jeu, quand la Drôme vous appelle parce que le préfet, il ne joue pas toujours le jeu de la profession agricole, donc vous passez les coups de fil. Puis on ne vous passe pas toutes les coulisses de ce qui s'est passé, mais... On en parlera quand même. Non, mais tous les jours, moi, mon rôle de secrétaire général de la FNSEA, c'était que ça se passe le mieux possible. Et donc, c'est tous les jours un appel au général Rodriguez, général qui gère la gendarmerie au national, pour faire le point partout dans les départements. Et je peux vous assurer que les services, que ce soit les renseignements territoriaux, les gendarmeries, la police, on a fait un travail exceptionnel pendant 15 jours. Et c'est ça aussi, en fait. Ça crée des liens en dehors du monde agricole qui sont énormes. Et des liens de confiance. Et des liens de confiance, oui. Et le général, on l'a revu la semaine dernière pour continuer la collaboration entre le monde agricole et la gendarmerie. Et au-delà de ça, de la ruralité avec la gendarmerie, parce que je pense qu'on a des sujets communs. Et donc, ça ouvre aussi des perspectives intéressantes. Arnaud, quelques mots pour compléter sur ce sujet dignité, fierté? Oui, comme l'a dit Hervé, hein, c'était les items pour aussi avoir un cap et pouvoir avoir des pistes de travail dans la multitude de réunions qu'on a eues avec le gouvernement. Alors pour nous, JA, on avait rajouté le pacte et la loi d'orientation. Alors le pacte avait été conclu en fin d'année, mais il y avait quand même la loi d'orientation
qui erraient par là, si je puis dire, dans les couloirs. Avec nous, un vrai objectif aussi d'apporter une réponse sur cet angle-là, et notamment sur l'installation et la transmission, parce que, comme l'a dit Hervé, il y a une attente de ce métier. Si des gens se sont mobilisés, c'est qu'ils s'y croient. On a un vrai défi qui ne doit pas être occulté malgré les réponses qui doivent arriver à court terme sur l'exercice du métier, sur la rémunération. C'est comment on remplace demain nos futurs retraités agricoles. Et donc ça, on avait besoin de cette loi. Alors, comme toute loi, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Je pense que jamais une loi a été parfaite. Je pense que c'est une loi quand même qui a le mérite, au moins sur la partie installation, transmission, parce que je conçois que sur la volonté du gouvernement dans la loi et à travers la loi de vouloir apporter une réponse à la colère agricole, je pense que c'était une erreur parce que je ne vois pas comment en quelques jours dans une loi vous arrivez à apporter la réponse, mais malgré tout, je pense qu'il y a des choses à faire et que c'est encore pas tout perdu, même si depuis dimanche soir, j'ai envie de vous dire qu'on a repris une nouvelle tournure et on verra comment ça va. Mais sur l'installation et la transmission, on a quand même des choses qui sont là, sur quand même le diagnostic modulaire qui permet quand même une vision à 360 de la ferme pour le jeune qui s'installe ou avec sur la vision économique, sur le changement climatique. Je pense qu'on en est tous conscients et la question de savoir si on a un climat qui bouge ou pas, c'est plus le débat. On a la volonté d'arriver sur France Service Agriculture avec les inconvénients que ça posera à certains endroits et on en est conscient, mais ce qui a ressorti quand même, c'est qu'on a quand même une tare dans ce métier. La première, c'est que les gens qui veulent rentrer dans le domaine agricole ont du mal à identifier vers quel acteur ils doivent se tourner pour venir s'installer en agriculture. Il y a une deuxième chose qui est une réalité, c'est que sur 12 000 installations, 12-15 000 installations qui sont faites dans ce pays par an, vous en avez plus de la moitié qui ne passent pas dans nos dispositifs actuels. Et donc, si on veut installer des agricultrices et des agriculteurs mieux formés, mieux accompagnés, mieux préparés au métier, on doit se prémunir, on doit mieux armer notre dispositif. Avant de passer au deuxième chapitre des revendications, Hervé, ouvrons justement la parenthèse de la loi. Finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? On en est où? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça, je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, là, c'est le concrètement, en fait, elle a passé l'Assemblée nationale. La loi a été validée par les députés il y a 15 jours. Sur des enjeux, comme l'a dit Arnaud, installation, transmission, renouvellement des générations. L'article 1 sur l'intérêt général majeur de l'agriculture autour de la souveraineté alimentaire et tout ce qui est sujet de simplification. Bon, c'est passé à l'Assemblée nationale, c'est arrivé au Sénat, donc c'est en stand-by au Sénat parce que les sénateurs ne peuvent plus travailler là en fonction, comme il y a dissolution de l'Assemblée nationale, et ça devait passer en commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs. Pas de faire la navette 3 fois, mais d'aller vite. C'était parti. Vous savez, aller vite. Cette loi d'orientation, ça fait 2 ans qu'elle est en discussion et que nous, on travaille dessus depuis 2 ans. Juste rapidement, par rapport à ce qu'a dit Arnaud, sujet installation, transmission, c'est fondamental. Nous, ce qu'on avait souhaité à l'époque, c'était une grande loi d'orientation qui refixe un cap pour l'agriculture française. On a bien vu que ce n'était pas possible, dans le contexte déjà qu'on était politiquement à l'Assemblée nationale compliqué à trouver des arrangements. Donc c'est une loi d'orientation à minima, mais on a besoin de cranter l'article 1 sur l'intérêt général majeur et la souveraineté alimentaire, installation, transmission, renouvellement des générations, et puis simplification, tout le travail qu'on fait aussi dans les préfectures. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des programmes de développement et biodiversité, mais je suis persuadé, moi, que dans la Marne, on replantera de la haie quand on aura simplifié le dispositif autour de la haie. Donc c'est tous ces sujets-là. Mais imaginez, rien que sur la haie, qui n'est pas un grand sujet d'orientation agricole, sur les filières, tout ça, 700 amendements à l'Assemblée nationale sur le sujet de la haie, pour vous dire un peu les débats où ils se situent au niveau de l'agriculture aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on attendait, c'était quand même une loi d'orientation qui emmène aussi les sujets de compétitivité. Alors c'est parfois un gros mot, mais qui redonne aussi les moyens de production et pour développer les filières dans nos départements. Et j'en parlerai un peu dans mon rapport moral, mais aujourd'hui, on a les éleveurs de la Champagne qui cherchent des éleveurs de poulets pour développer leur activité. Même dans une région comme la nôtre, autour de Reims, on a du mal à faire un poulailler aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet en fait. C'est comment est-ce qu'on retrouve notre souveraineté alimentaire et comment est-ce qu'on produit pour nos concitoyens. Et on a des lycées agricoles près de chez nous. Alors ils ont parlé de l'action syndicale à la Grande Romanie.
Mais le lycée agricole de Sommevel, en production de poulets, nos enfants ne mangent pas des poulets qui viennent des éleveurs de la Champagne. Hein. Je tairais d'où ils viennent, mais... Parfois, ils ont voyagé loin et pas en volant. Chapitre 2, les moyens de production. C'était le deuxième axe des revendications. Oui, ben c'est... En fait, parce qu'il y a un moment donné, à nos agriculteurs, il faut qu'on parle d'acquis. Et je pense qu'il ne faut pas sortir de cette salle en disant qu'il n'y a rien qui avance, tout est... c'est que ça avance. Et moi, je reste complètement déterminé sur le sujet. Je ne vais pas dire optimiste, mais déterminé. On est en stand-by là, c'est compliqué pour nous. Mais on a quand même gratté des sujets au niveau européen qui sont énormes. L'Europe a bougé la ligne de manière très forte parce que l'ensemble des agriculteurs européens ont bougé. Et quand les Allemands bougent, je peux vous assurer que ça va mal. Parce que l'Allemagne n'a pas la capacité à faire bouger tant que ça au niveau syndical. On a plutôt une culture, nous, à bouger, mais on a supprimé l'âge HR jusqu'en 2027, ce qui était quand même... c'est un combat qu'on mène depuis le début de la mandature de la PAC, c'est acté. Toutes les BCAE, les bonnes conditions agricoles, sont revues au niveau de l'Europe. Le ratio prairie, on a réussi à intégrer la décapitalisation dans les régions, alors malheureusement, qui existe, mais pour qu'on n'oblige pas un agriculteur qui n'a plus d'élevage ruminant de maintenir ses prairies. C'était là-dedans qu'on était. Donc on a réussi à faire bouger les lignes. Sur les zones humides, c'était un gros sujet de nos actions syndicales. L'administration française, alors l'Europe nous demandait de classer les zones humides dans nos territoires. La France avait laissé le ministère de la Transition écologique faire le travail. Le ministère de la Transition écologique avait fixé 29% de notre territoire agricole en France en zone humide, quand les Italiens en mettaient 0,2%, quand les Hollandais en mettaient 2%. Et donc, on a fait sauter ce dispositif qui s'appelle la BCAE2, et aujourd'hui, on a remené le travail. Alors, les agriculteurs ne sont pas toujours conscients de ce qui se passe, mais on est arrivé à 0,2% en France de zone humide. On n'a pas fini la négociation, et donc on est sur des sujets Ramsar plus tourbière, donc on ne va pas être sur les 29% qui nous étaient promis. Et ça, les agriculteurs, des fois, ne s'en rendent pas compte, mais nos actions syndicales ont permis ça. Donc il y a beaucoup d'avancées au niveau européen, et en France, on a réussi aussi, par rapport au contexte aujourd'hui, sur la PAC, à amener dans la déclaration 2024 des aménagements aussi liés notamment au climat. Et puis l'avancée qu'on est en train de mettre en place en France, c'est le GNR. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais sur le GNR, à partir de maintenant, vous pouvez faire votre attestation quand vous êtes livré de GNR à votre livreur et vous aurez pu avancer la TICPE, vous serez automatiquement défalqué du prix de la TICPE. Donc il faut faire l'attestation avant le 1er juillet pour que vous n'ayez pas l'avance de trésorerie à faire. Donc ça, c'est des avancées. L'abandon de l'augmentation de la TICPE, et puis aussi tout ce qu'on a gratté en amont des actions syndicales sur l'augmentation du micro-BA. 90 000 à 120 000 euros, c'est énorme. Et je vois Maxime, on a un peu de vignerons concernés dans le département. L'augmentation du seuil des plus-values, 250 000 à 350 000 euros. Et puis augmentation de l'épargne de précaution, du seuil d'augmentation d'épargne de précaution. Donc en fait, on a fait bouger les lignes et il nous reste tout ce qui est encore dans le tuyau des décrets et des arrêtés qu'il faut qu'on pousse avant le 30 juin, là. Donc on fait un travail avec le ministère en ce moment. Et puis après, tout ce qui est loi, bah, effectivement, c'est en stand-by. Et donc là, il faut qu'on attende qu'il y ait un nouveau gouvernement de mis en place. Alors avançons, chapitre 3, les conditions d'exercice du métier, là aussi des avancées concrètes obtenues. Je ne sais pas si Arnaud est en ligne. Il est là, Arnaud. Oui, vous intervenez quand vous voulez, Arnaud. Hein. Oui, non, mais sur les conditions du métier, ça a avancé aussi, les exercices du métier. Alors, Arnaud en a parlé, enfin Hervé en a parlé, pardon. J'ai trop travaillé avec Arnaud. Sur les augmentations, enfin voilà, l'augmentation de revenus, alors c'est le lancement de la mission Galim, alors elle est en cours et je pense qu'il y a des choses qui ont été comprises. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a été changé, ça a été bien dit tout à l'heure dans une prise de parole, c'est que moi je suis convaincu que les GMS sont en train de bouger. Ça ne sera pas facile parce que les GMS n'accepteront jamais de bouger tant qu'elles ne sont pas sûres que tout le monde y va. Mais on n'est à rien, je pense, d'arriver à la bascule. Parce que malgré tout, ils sont en train de comprendre, et ce n'est pas pour rien que ça fait quelques années qu'ils remettent l'accent sur le local,
ils ne mettent pas les portraits des agriculteurs pour savoir d'où vient la vache juste par plaisir. C'est parce qu'ils ont compris que le consommateur est en train de revenir à des fondamentaux. Et il ne faut pas se leurrer, c'est des choses qui vont prendre quand même quelques années. Et c'était dit tout à l'heure dans une intervention, c'est vrai que dans le monde agricole, vu qu'on travaille à l'année, pour nous, ça paraît toujours trop long. Mais on est en train de faire bouger des choses et je pense qu'on est en train de revenir sur des choses que ça fait 20 ans qu'on a laissé gentiment partir, couler, voire même peut-être plus. Et on est en train de rééduquer les choses. Donc, c'est en train de bouger. Il y a quand même la question sur les retraites, parce que nous, JA, on l'a soutenu aux côtés de la FNSEA. Alors, c'est sûr que c'est plus la FNSEA qui était moteur sur ce sujet-là, parce que la section des retraités, elle est chez la FNSEA. C'est tout assez logique, même si les JA sont des futurs retraités. Mais nous, on l'a soutenu. Pourquoi ? Parce que finalement, comment dire à des gens de partir en retraite si derrière, ils n'ont pas une dignité de retraite avec un revenu qui est normal. Et donc, on se rend compte que nous aussi, ça pose des problèmes là-dessus. On a des choses qui ont avancé sur les mesures fiscales pour l'élevage, sur la question de l'épargne de précaution, Hervé en a parlé. Enfin, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est vrai que ce qui est peut-être le plus frustrant, et moi je rejoins Hervé, puisque là on fait du général, mais il faut aussi qu'on martèle ça dans nos adhérents, parce que moi je l'ai fait au congrès la semaine dernière. On n'a pas le droit, dans le monde agricole, de dire qu'on n'a rien eu. Enfin, il faut qu'on sache aussi regarder les autres corps de métier qui nous entourent et la jalousie qu'on suscite. Enfin, moi, j'ai discuté avec des gens près de chez moi qui sont dans les travaux publics. Ils étaient furieux comme tout en disant « nos syndicats sont des nuls, ils n'ont pas été capables de prendre le moment où vous y avez été, vous avez obtenu des choses ». Alors oui, et je l'entends, et on peut l'admettre, qu'il y a des choses qui ne vont pas assez vite, parce que malheureusement, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y aurait des décisions qui auraient dû être prises. Malheureusement, quand ce n'est pas rémunéré, ben, un jour de trop, c'est un jour qui n'est pas supportable. Quand les versements PAC traînent, ben, ce n'est pas supportable. Mais regardons quand même le verre à moitié plein et se dire quand même que ben, sur le GNR, sur les états généraux de l'alimentation, enfin, oui, ce n'est pas parfait, la loi Egalim. Mais moi, je me rappelle, parce que ben, je peux un peu le dire, parce que si je fais partie des vieux JA, mais quand on a commencé les premières manifs, parce que ça remonte quand même, il ne faut pas oublier, ça date de 2009, les premières grosses crises où les filières étaient à bout de souffle en même temps. Et en 2015, quand on commence à faire aussi des manifs et des blocages sur les autoroutes de contrôle de camions, je vous garantis que les prix qu'on demandait dans le prix du lait et le prix de la viande ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Alors oui, malheureusement, on a un effet ciseau avec des charges qui ont augmenté à un Covid, à une guerre en Ukraine. Mais sachons quand même regarder le chemin qu'on a parcouru en quelques années, qui est quand même, je trouve, fondamental et impressionnant avec l'aide des deux syndicats. Pour compléter vos propos, Arnaud, on va écouter le président de la CPME, François Asselin, le regard des corps intermédiaires sur cette mobilisation historique. Donc la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Je suis heureux de m'adresser au risque tout. Enquiquiné, je vais rester poli, par les risques rien. Alors c'est quoi les risques rien ? Ou parfois ça peut être un fonctionnaire zélé, mais c'est avant tout la norme inapplicable, parfois contradictoire, la loi incompréhensible et le règlement bavard. C'est tout cela finalement qui fait qu'au bout d'un moment, stop, ça suffit, on ne comprend plus ce qu'on attend de nous, il y a une quête, une perte de sens totale. Eh bien nous, entrepreneurs comme agriculteurs, on partage les mêmes attentes. Les embêtements qu'ont les agriculteurs, et je reste poli, eh bien, ce sont les mêmes qui s'abattent sur les épaules des chefs d'entreprise. On voit très bien que nous sommes tous soumis à la transition écologique d'une façon un petit peu plus prégnante chez les agriculteurs, parce que vous êtes finalement le bras armé de la transition écologique. Vous êtes finalement, c'est souvent ce que je dis, vous êtes un laboratoire de transition, et c'est vous qui finalement avez les embêtements en premier. Donc on vous observe de près, nous, à la CPME, au niveau de la FNSEA, parce que c'est très important ce qui est en train de se passer pour vous, parce que c'est exactement, avec un petit peu de retard, ce qui s'applique à nos propres entreprises. Donc bien évidemment, solidaires à 100%, et là j'aime mieux vous dire que nous portons les mêmes combats. Imaginons cette même crise sans corps intermédiaire, sans la FNSEA, sans la JA par exemple. J'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui, on serait encore peut-être dans un énorme foutoir, hein, pardonnez-moi l'expression. Donc les corps intermédiaires sont là tout simplement pour canaliser les revendications et parfois la colère, et puis surtout pour se poser en interlocuteur de poids, autant de respect que de détermination dans l'action syndicale, pour faire en sorte que ceux que nous
représentons, les agriculteurs pour Arnaud, moi les patrons de PME, de TPE, eh bien nous soyons justement entendus au niveau des pouvoirs publics dans notre pays. Mais maintenant, il y a une autre dimension, celle de l'Europe. Écoutez, moi d'abord, j'ai été, je pense comme beaucoup d'entre vous, un petit peu inquiet au départ, parce qu'on voyait très bien que les revendications portées par les agriculteurs étaient nombreuses, parfois un petit peu disparates. Il y a eu une action que je qualifie de très intelligente et très fine de la FNSEA pour gentiment essayer de regrouper tout ce corpus de revendications et en faire un document synthétique pour poser une action directe, déterminée, structurée auprès des pouvoirs publics. Et ça, j'ai trouvé tout à fait remarquable l'action de la FNSEA. L'action que vous avez initiée, vous, agriculteurs, j'aime mieux vous dire que ça a été un séisme pour beaucoup de ceux qui ont en main l'avenir de notre pays et demain l'avenir de l'Europe. On ne peut pas, entre guillemets, travailler comme le font les agriculteurs, comme le font les entrepreneurs, des heures extrêmement importantes toute l'année, avec souvent peu de congés, sans pouvoir vivre honnêtement de son activité. On ne peut pas faire en sorte qu'un tout un secteur d'activité fasse une transition écologique en mettant, entre guillemets, au chômage une partie importante de notre effectif. Donc c'est pour ça que je dis, la transition écologique sur le pilier économique et sur le pilier social, ça ne fonctionne pas. Remettons les choses dans l'ordre. Il faut que ces risques tout soient entendus par ceux qui risquent moins. Voilà, vous portez des revendications qui dépassent largement le monde agricole et qui sont entendues et soutenues. C'est ça le message, Hervé. Oui, je pense que ce soit CPME, le MEDEF, on a beaucoup échangé pendant nos actions syndicales aussi avec ces responsables. En fait, les agriculteurs, ce sont des petits chefs d'entreprise. Et donc, ce qu'on a revendiqué autour de la simplification, de la norme, de la réglementation, tout le monde l'a subi aujourd'hui. Bon, sur une PME, certains ont la chance d'avoir une assistante ou une secrétaire pour faire tout ce qu'il y a à faire sur une exploitation agricole. Moi, je le dis souvent, mais en fait, un agriculteur, il est souvent isolé. Alors, la Fédé est là pour les accompagner, mais il faut être agronome, il faut être vétérinaire, il faut être technicien, il faut être directeur des ressources humaines, il faut gérer la réglementation. Et donc, il y a le travail quotidien sur la ferme, et puis il y a tout le travail de papasserie quotidienne aussi, qui devient une forme de burn-out de nos agriculteurs. Et quand on réclame de la simplification, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on remette nos chefs d'entreprise qui sont souvent isolés sur leur ferme, pas toujours accompagnés et qui n'ont pas les moyens de se payer une secrétaire, une assistante. Et ça devient très très lourd. Alors c'est vrai qu'on est là pour les accompagner, les OPA, les organisations professionnelles, les comptables, dans leur diversité, sont là pour les accompagner. Mais la charge est tellement lourde aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, on a une partie de nos agriculteurs qui soit complètement hors réglementation parce que ça devient plus entendable et les gens mettent un peu la tête dans le seau en se disant on verra bien ce qui se passera. Je vois le directeur de la DDT qui est là, mais quand il y a un contrôle, on rigole pas toujours parce qu'il y a un moment donné, on peut être borderline. Et même moi qui suis responsable agricole aujourd'hui, alors venez pas me contrôler demain, mais je suis pas sûr que je sois clean sur toute la ligne, parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui quand vous faites de l'élevage, quand vous faites des grandes cultures. Il y a un moment donné, si la bande herbée, au lieu de faire 5 mètres, elle fait 4,50 mètres, bon, c'est facile à pénaliser un agriculteur. Au registre des revendications qui sont peut-être les moins abouties à l'heure où on se parle, la juste rémunération, ça c'est un sujet qui reste sur le tapis et largement sur le tapis. Alors, la juste rémunération, effectivement, ça fait partie de ce qu'on a demandé. Moi, je dirais qu'il ne faut pas mettre non plus trop de phobie autour du prix. Il y a surtout les filières qui sont organisées autour des Galim, où la juste rémunération, ça doit repartir du producteur jusqu'au consommateur, sans spécialement augmenter le prix au consommateur. Il y a des fois, il y a des marges à l'intérieur de la filière qui sont capables d'être un peu glissées. On a réussi à faire passer quand même le message que l'alimentation avait un prix, donc on était arrivé à un tel niveau bas sur l'alimentation que le panier de la ménagère, il faut aussi un peu l'augmenter pour pouvoir rémunérer les agriculteurs. Donc il faut que la mission Egalim, elle puisse reprendre, parce que nos deux députés sont en stand-by aujourd'hui, Isard et puis Babo qui devaient améliorer le dispositif Egalim. Mais après, nous, ce qu'on dit, c'est aussi la maîtrise des charges. Parce que si on est complètement déconnecté de notre environnement et qu'on a des coûts de production qui explosent en France et qu'on a nos compétiteurs autour de nous qui sont dans le même périmètre, qu'ils soient européens ou en dehors de l'Europe, il faut qu'on soit compétitif. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu de compétitivité, mais le critère charge, quand on voit, c'est Michael qui nous le dit sur la partie emploi, mais globalement, nous, on préfère bien payer nos collaborateurs,
nos salariés. Mais quand on voit le niveau de charge qu'on laisse en face, en fait, vous doublez le salaire vous mettez autant de charges que de salaire, quoi. Et il y a un moment donné, on a un niveau de charge en France qui est tellement élevé que la compétitivité, ça passe aussi par la maîtrise des charges. Et donc, maîtrise des charges, c'est aussi organisation autour des agriculteurs. C'est des messages qu'on fait passer nous aussi. Vous savez, vous achetez un combiné de semis aujourd'hui en 4 mètres, vous êtes capable de faire des hectares. Des fois, on surinvestit aussi sur les exploitations agricoles. Donc, l'idée, c'est d'accompagner tout le monde sur les charges, mais aussi sur la maîtrise du prix. Et puis, le combat avec la GMS, il est toujours là, hein, parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut pas lâcher. Ouais. faut pas lâcher. Alors, vous nous avez un peu alléché tout à l'heure avec ça, donc on y va. En coulisses, les négos, pendant le mouvement, après le mouvement, qu'est-ce qui s'est passé sous les ors de la République? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, l'un et l'autre, Hervé, Arnaud? On va peut-être commencer par Arnaud, parce que je Allez, pense Arnaud. Oui. Alors, qu'est-ce qui a le plus marqué? Non, mais je pense que pour l'instant, je pense que je suis bien placé pour être le président GIA qui aura fait le plus d'heures avec un Premier ministre enfermé dans une pièce. Donc, franchement, je ne souhaite pas être détrôné parce que ça voudrait dire qu'on est reparti dans de mauvaises tourments. Non, mais oui, c'est déjà assez essentiel. Alors, dans les coulisses, je ne vous cache pas que oui, il y a des choses qui resteront marquées parce que ça joue des fois à rien, à un détail. Alors, je pense que la première chose des coulisses, je vous disais à notre congrès, mais c'est vraiment sincère, c'est la complicité qu'on avait avec Arnaud. Alors, c'est difficile à expliquer, je pense que ça ne s'explique pas, mais dans ces moments de négociation, il nous suffisait juste d'un regard ou quelque chose pour savoir où c'est qu'il fallait appuyer et savoir où l'autre devait rebondir. Dans les coulisses, parce que ça vous fera sûrement sourire la salle, mais la dernière réunion qu'on a fait avec le Premier ministre, on n'était que 3 dans le bureau. Il y avait lui, il y avait Arnaud et moi. C'était quelques heures avant qu'ils prennent la parole en conférence pour annoncer. Donc la réunion était prévue à 21h. Elle s'est terminée à passer minuit. Et le Premier ministre commence à passer les mesures en revue. Donc on les passe toutes une par une, on dit ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et là, il y a Arnaud qui dit, bon, on va tout reprendre pour être sûr qu'on soit d'accord. Et là, je me dis, c'est sûr que ce coup-ci, on ne va pas se coucher tôt. Et j'avais l'impression que là, ça allait au-delà pour schématiser pour toute bonne agricultrice, agriculteur qui se respecte. Quand vous négociez votre tracteur, là, on n'en était plus à négocier, savoir si on voulait une cote ou quoi. Je pense qu'on a négocié le faisceau électrique. Pour vous dire jusqu'où on a été dans le détail, franchement, on l'a poussé vraiment jusque dans ses retranchements. Hein. Moi, la mesure GNR, honnêtement, c'est un hold-up, on peut se le dire ce coup-ci, mais en même temps, vu comme ça s'est joué, honnêtement, ça se négocie 1 heure avant qu'il prenne la parole sur sa botte de paille, là. Et en fait, je pense qu'il marchait aussi, c'est que, parce qu'on en jouait, parce que s'ils jouent avec nous, on joue avec eux. Et en fait, quand il nous appelait, moi, j'ai jamais répondu à un coup de fil sans rappeler Arnaud avant. Parce que je me doutais bien que de toute façon, il faisait des petits jeux entre nous. Et je pense que ça a été cette force-là. Mais aussi l'anecdote du GNR, franchement, ça vaut des points parce que quand il me fait la proposition, la première proposition, c'est on annule tout et on revient comme avant. J'ai dit ça va faire quand même beaucoup de déçus. La deuxième proposition, c'était un peu un truc bâtard. Et puis la troisième proposition, vous la connaissez, c'est celle qu'on a obtenue. Et quand il me fait celle-là, il dit, vous en pensez quoi? J'ai dit, franchement, c'est royal. Si on a ça, c'est royal. Et donc il dit, je vous rappelle, il me rappelle 10 minutes après, il dit, on va faire la troisième proposition, lève la partie, faites toutes ces annonces. La suite, vous la connaissez parce que le soir, on réduit le mouvement. Et il est à peu près 22h30 le soir quand il m'appelle. Et il me dit, comment ça se fait que vous arrêtez pas les mobilisations? J'ai dit, comment ça? Je dis, c'est une caméra cachée. Mais il me dit, sur le GNR, vous m'avez dit que c'était royal. J'ai dit, oui, sur le GNR, c'est royal. Mais par contre, sur l'installation, sur les normes, sur l'OFB, sur tout ça, on n'en a pas parlé. Et là, je me rappelle, c'est monté assez haut dans les tours. J'étais sur le trottoir dans Paris. Et je pense que s'il y a des gens qui sont passés à côté de nous, il faudra penser à payer le courant, parce qu'apparemment, on va pas tarder à vous l'éteindre. Je me rappelle que je pense que s'il y a des gens qui sont passés sur le trottoir à côté de moi,
il ne devait pas savoir que j'étais en train de parler à un Premier ministre, vu le ton de la discussion et le niveau. On s'est engueulé comme des chiffonniers. Après, derrière, ça a permis de repasser. Mais voilà, c'est ça. Ça joue souvent à pas grand-chose, hein, c'est des détails. Mais voilà, des anecdotes, on en aura plein, je pense, à raconter. Mais c'est facile, Hervé, d'être dans un tel rapport de force quand on est quand même avec l'un des personnages les plus importants de l'État. C'est quand même, il faut une bonne dose de persévérance et de courage pour tenir, quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, on le porte pas tout seul. Et quand on arrive dans ces négociations-là, en fait, on a tout un réseau derrière nous. Et quand on a construit nos revendications, on y va avec le sac à dos plein, mais pas de conviction de Arnaud Gaillot ou Arnaud Rousseau. C'est la conviction des deux réseaux, JA et FNSEA. Et ça nous donne une force terrible, en fait. C'est qu'on ne doute pas. C'est-à-dire que c'est tout un réseau, c'est des conseils d'administration qui ont validé le processus. Et derrière, on a une mission, nous, c'est d'aller emmener la victoire syndicale pour l'intérêt de la culture française. Et donc, je pense que c'est ça. Et en termes de démocratie, je peux vous assurer que ce qu'on est en train de vivre en politique aujourd'hui, il y a des gens qui feraient mieux de s'intéresser à ce qui se passe dans les corps intermédiaires, en termes d'organisation et puis en termes de sérieux, parce que c'est quand même très, très robuste. Et moi, je dirais, l'anecdote la plus forte pour moi, alors ça a été dit par mes collègues, c'est celle du Salon de la Culture. Mais quand on était dans le bureau du président de la République, 2 jours avant le Salon de la Culture avec Arnaud, on nous a posé la question du grand débat. Et on a dit au président de la République ce qu'on pensait. On a dit, vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous mettez 500 paysans dans une salle, au moment du Salon de la Culture. Ils vont vous cracher la Val-d'Off. Ils vont vous dire ce qu'ils ont à vous dire. Et après, vous pourrez inaugurer le Salon de la Culture. Ça passera sans problème. Donc on est reparti avec ça, nous. Et quand, 2 jours après, on entend l'annonce qu'on invite en fait les paysans, mais surtout tout le monde autour, les GMS, les ONG, puis le summum, les soulèvements de la terre, j'appelle Arnaud et je lui dis, mais Arnaud, faut qu'on se pince ou quoi? C'est sérieux, c'est une fake news, ça. Et donc on a attendu 3 heures avant de réagir pour savoir si c'était vrai. Et effectivement, c'était vrai. Et donc, ce qui s'est suivi derrière, c'est l'entretien avec le président de la République et les 3 syndicats au moment du salon. Donc on était enfermés dans une salle. Et un président de la République qui a servi un peu pour la Confédération paysanne sur les prix planchers, un peu les mesures de trésorerie pour la coordination rurale, et puis nous, l'intérêt général majeur. Et donc on a bien senti que là, c'était compliqué pour nous. Et donc on a essayé de garder notre sang-froid pour que ça se passe le mieux possible, parce que moi, dans la fosse, en bas, j'avais tous mes gaillards, là. Et j'étais dans les étages du Salon de la Culture avec le président de la République, le Premier ministre et puis le préfet Nunes qui avait la responsabilité du salon, pour qu'on gère ça le mieux possible. Donc ça fait partie des moments quand même où il y a un moment, vous vous demandez comment que ça va finir. Et nous, notre objectif, c'est que le Salon de la Culture se passe le mieux possible. Et l'anecdote que j'ai eue avec le président de la République, c'est que on cherchait en fait une issue, nous, avec lui, pour savoir comment est-ce que ça allait se passer le mieux possible, parce que notre objectif, nous, c'était que l'image de la culture reste celle qu'elle était, c'est-à-dire un salon de la culture qui fasse la promotion des agriculteurs français avec tous les producteurs qui étaient là. Et je me souviens avoir été interpellé le président de la République en lui disant, c'est peut-être pas poli ce que je vais vous dire, mais moi j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'on inaugure et puis vous quittez le salon pour que ça se passe le mieux possible dans l'intérêt des gens. Il y avait 15 000 personnes qui étaient dehors. Et là, il m'a regardé, alors j'ai beau être grand, et il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Donc il ne m'a pas répondu. Mais ça fait partie des anecdotes aussi, qu'on se souviendra certainement. Alors, ramener dans le contexte aujourd'hui, c'est quand même difficile, parce que je pense que tout le travail syndical qu'on a fait, c'est qu'on a été écouté, on a été entendu, on a mené un travail de sape avec un gouvernement qui était là pour aussi nous accompagner, mais aussi une lenteur, quoi. Enfin, je le dis parce que de temps en temps, la lenteur administrative, c'est Laurent qui le disait tout à l'heure. Bon, nous, on est des chefs d'entreprise, il faut que ça pulse, hein. De temps en temps, quand les décisions traînent, on sent aussi nos agriculteurs qui sont impatients, et je le sais parce que je fais beaucoup de tournées en France aujourd'hui. Des agriculteurs, comme le disait Arnaud, trouvent que ça n'avance pas, et pourtant on a des avancées. On a des avancées. C'est en train d'avancer, c'est en train de bouger. Bon, maintenant on est un peu bloqué, mais on va reprendre notre travail syndical. Et je pense que la mission d'un syndicaliste, c'est de ne jamais baisser les bras, de toujours faire des propositions
et des propositions responsables. Et je pense que ce qui peut marquer aussi dans nos actions syndicales que nous avons fait, c'est notre détermination, mais aussi notre responsabilité. Et je crois que ça n'a jamais failli, et c'est ce qui nous a permis d'être écoutés, en fait. Alors, disons aussi un mot des résultats des européennes, parce que l'avenir de l'agriculture se joue aussi là, et peut-être surtout là. De ce côté-là, il n'y a pas eu de profond bouleversement à l'issue du scrutin. On est plutôt dans la stabilité au moment où les négociations de la PAC vont s'ouvrir. Ouais, je ne sais pas si Arnaud veut réagir avant moi. Moi, je peux réagir, mais bon, laissez la parole à Arnaud. Arnaud ? La stabilité européenne, vous parlez parce que Oui, européenne, on est d'accord. Ça a un peu bougé. Non, oui, européen, on a une certaine forme de stabilité avec peut-être un renforcement un peu plus bloc droit et peut-être un peu moins côté vert. Et on va dire que pour la négociation de PAC, pourquoi pas, c'est mieux. Au niveau français, on a perdu lourd dans la bataille quand même parce que nos 3 relais qu'on avait quand même au niveau européen ne sont pas réélus, hein, ils sont sortis. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la démocratie. Enfin, je veux dire, les urnes ont parlé, le choix a été fait, et donc il faut faire avec. Mais le relais français sera, je pense, différent. Mais on a toujours travaillé avec le pouvoir en place et tout ça. Et oui, moi, malheureusement, c'est que les concitoyens français n'ont peut-être pas la relation qu'ont le monde agricole avec les élections européennes, puisque se rendent peut-être moins compte de l'enjeu que l'Europe peut avoir finalement dans les décisions, parce que l'agriculture, elle voit bien ce que l'Europe a comme impact sur son quotidien. C'est des décisions, c'est finalement une trajectoire. Et en plus, je pense que la prochaine réforme de la PAC va être plus que jamais importante, parce que pour moi, elle va devoir définir les lignes de demain et finalement comment on réarme l'agriculture européenne face à des géants qui vont être là demain, que ce soit le bloc des Amériques ou que ce soit, quoi qu'on en dise, la Russie et d'autres qui vont être quand même des gros faiseurs demain avec un changement climatique qui, pour les Russes, est plutôt à leur avantage, hein, il faut se le dire, et donc qui vont potentiellement peser lourd. Moi, je reste convaincu que l'Europe a sa carte à jouer et on a largement les moyens de relever le défi, et en France aussi. Et donc, il va falloir composer avec ça, où quand même on a une instabilité. Mais je pense que malheureusement, ce qui s'est passé à l'Europe, c'est ce qui se passe aussi depuis des années en France. C'est qu'on a un sentiment où finalement, il n'y a plus trop de vision claire. Il manque un cap. Les gens se demandent finalement qu'est-ce qu'on veut d'eux. C'est ce qui ressortait finalement des mobilisations quand vous discutiez sur le terrain. C'est que les gens disaient, mais à un moment donné, on n'y comprend plus rien. Est-ce qu'on veut encore de nous ou pas dans ce pays? Est-ce qu'on veut encore une agriculture qui soit là? Et Hervé l'a abordé tout à l'heure. Les vrais enjeux de demain, c'est comment on arrive à être compétitif sur les différents segments de marché. Et c'est ce qu'on a un peu poussé dans les plans et les contrats d'avenir. C'est comment on repositionne une agriculture sur les entrées de gamme, sur les cœurs de gamme et même sur les valeurs, sur les marchés à haute valeur, parce que je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un décrochement. Et donc, on va y arriver. Mais je trouve quand même qu'il y a, et on ne l'a peut-être pas assez mis en avant, on l'a relevé beaucoup chez nous, mais ça n'a peut-être pas été assez tranquille. On a quand même une Europe qui a bougé bien plus rapidement qu'on l'aurait imaginé, dû aux mobilisations. Et je pense que ça, beaucoup auraient perdu à parier qu'une Europe bouge aussi vite, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé des mesures françaises, mais au niveau européen, c'est assez impressionnant, toutes les lignes qui ont bougé en 2-3 mois. Alors, les médisants vous diront, c'est parce qu'il y a une élection qui arrivait. Peut-être, mais en attendant, ça a bougé. Laurent, c'est aussi votre sentiment? Ouais. Oui, oui, sur la partie européenne, effectivement, nous, dès la foire à Châlons, le dossier Jachère, par exemple, qui était un dossier assez prenant pour le département de la Marne, hein, l'incidence aurait pu être forte, hein, gelée 4% de nos surfaces dans des zones où il n'y a pas besoin où il n'y a pas de bande tampon ou autre, ou de bordure de bois à geler, c'était un vrai handicap. Donc quand on avait commencé à ouvrir ce dossier-là avec le ministre de l'Agriculture à la foire à Châlons, on sentait que c'était plutôt un dossier compliqué, fermé, il tournait un peu autour du pot, je ne sais pas si je vais y aller, enfin, on sentait bien une position qui n'était quand même pas très très claire. Et quand on a démarré le mouvement, c'était quand même une des revendications fortes. Et voilà, on se disait, est-ce qu'on va y arriver, sachant qu'on était quand même au mois de janvier et qu'on voyait bien que la saison, logiquement, il fallait que ça soit semé pour le mois de mars, donc les jachères. Donc on se disait, le timing, il est très très court, est-ce qu'on va y arriver, quoi. Et c'est vraiment le point qui est quand même le
plus décisif et un des points importants pour les exploitations de la Marne. Réussir à faire sauter ce verrou-là, c'était vraiment très bien. Et ça a été dit par Arnaud, c'est vrai que quand on a démarré et on se disait commencer à bouger des choses au niveau de l'Europe, ça va durer un temps fou. Et finalement, l'Europe a été assez réactive, mais parce qu'il y avait aussi une mobilisation dans tous les pays de l'Europe et ça avait son poids aussi, quoi. Comme quoi, parfois, on arrive à mobiliser, à convoquer le bon sens. Hervé? Oui, non, mais je pense que le sujet européen, c'est un sujet majeur pour la culture française. Enfin, on est des pro-européens et les décisions de la PAC, comme l'a dit Arnaud, vont commencer dès maintenant pour la prochaine PAC post-2027. En fait, notre objectif maintenant au niveau européen, ça va être de mettre le curseur là où il faut le mettre, entre la production et la protection de l'environnement. On a les sujets autour du pacte vert, du Green Deal, restauration de la nature, farm to fork, la ferme à la fourchette. Et donc, on a des enjeux majeurs au niveau européen. Ce que disait Arnaud est très important, c'est que nous, maintenant, l'équilibre du Parlement n'a pas tellement bougé, mais la position française s'est plutôt affaiblie. Maintenant, il va falloir qu'on voie un peu les alliances qu'on peut faire avec les partenaires pour avoir une commission agricole avec des vrais responsables de dossiers. Bon, on a perdu quelques interlocuteurs importants, nous, qui connaissaient très très bien la culture. Donc là, on est en train de mener un travail pour les élus qui sont partis à l'Europe, qu'on voie un peu ceux qui peuvent prendre les dossiers agricoles et que ce soit mené de bon sens et redonner un peu de vision. Et c'est vrai que voilà, c'est important pour nous, hein, l'enjeu européen. On parle plus de la France que de l'Europe. Enfin, j'en parle un peu de mon rapport moral. Mais je pense que l'enjeu ce week-end, c'était bien les échéances européennes. Et ce qu'attendent nos agriculteurs, c'est bien ça aussi. Alors l'heure file, hein, il faut qu'on avance, d'autant que, enfin, vous parlez de curseur à positionner entre l'agriculture et la préservation de l'environnement, avec des régions qui vont souffrir différemment dans les années qui viennent, c'est-à-dire voilà, construire ces enjeux et tout en accompagnant les régions les plus au sud qui vont souffrir plus que chez nous. Oui, mais ça fait partie de nos revendications. Enfin, ça fait longtemps qu'on le porte dans nos réseaux JA, FNSEA, et Arnaud en a parlé tout à l'heure. On a une partie sud de la France, et notamment la culture méditerranéenne. Ça fait longtemps qu'on dit au ministre de la Culture qu'il nous faut un plan d'accompagnement face aux aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux, et donner, je ne sais pas si c'est un plan Marshall sur le sujet de la culture méditerranéenne. Mais on a un vrai enjeu en fait de production et de revenus dans toute la partie, alors PACA, mais surtout Occitanie, et qui va jusque la Nouvelle-Aquitaine, les Landes, le Gers. Et donc là, on a vraiment besoin d'un plan d'accompagnement pour redonner des perspectives sur ces... Nous aussi, on a des aléas climatiques, mais je peux vous assurer que dans ces territoires-là, on a vraiment besoin d'un plan d'accompagnement qui recrée peut-être des nouvelles filières, qui restructure aussi ce qui existe en ce moment. Et il nous faut des moyens financiers pour le faire. Un dernier mot de l'Europe avec la perspective de l'entrée, même si c'est dans 15, 20 ou 25 ans, l'entrée de l'Ukraine. Et là, ce sera encore un sacré bouleversement, en particulier pour l'agriculture. Oui, ben je vais en parler un peu tout à l'heure. Alors, laissons-le de côté pour tout à l'heure. On va gagner du temps. Arnaud, vous voulez dire un mot là-dessus, sur l'Ukraine? Rapidement, nous, là, on vient de faire un rapport d'orientation sur les prémices d'une vision d'un modèle d'agriculture à 2050. On a fait le choix de ne pas vouloir cibler un pays en particulier plus qu'un autre. Je pense que l'Ukraine ou autre pays, la principale chose qu'il faudra, c'est qu'avant qu'on fasse rentrer ce pays-là, on s'assure que les règles soient respectées. Parce qu'on le voit déjà à l'heure actuelle, on a déjà une Europe avec une concurrence, ne serait-ce qu'en interne, sur des normes sociales ou autres, qui est un peu déloyale et qui met quand même à mal les choses. Après, moi, je pense que ce n'est pas notre rôle à nous de dire oui ou non. Par contre, notre rôle à nous, c'est de dire harmonisons les règles et comment on prépare le budget à la hauteur si l'Ukraine rentre dedans. Parce que l'Ukraine, demain, si elle arrive dans l'Europe, au niveau de la part PAC, il va peser un petit peu. Donc, comment on réunit ça? Et après, j'ai envie de vous dire que si demain, toutes les conditions sont réunies, après, les pays qui le désirent pourront bien rentrer. Mais assurons-nous que tout soit bien respecté avant de faire rentrer à tour de bras. Un dernier sujet, Hervé, avant de passer aux questions de la salle et au rapport moral pour terminer. Autre scrutin, alors je ne parle pas des législatives, hein, mais janvier prochain, les élections aux chambres d'agriculture. Pas de suspense dans la Marne avec des listes communes FDSEA, JA, SGV. Quel projet, quelle mission sur la table déjà aujourd'hui avec ces listes communes? Ouais, listes communes, oui, sans souci. Jeunes agriculteurs, syndicat général des vignerons, FDSEA. Le projet, on est en train de le construire, donc voilà, on est en train de faire tout ça en ce moment.
Ça va être un moment important pour nous. C'est toujours un marqueur fort. Quand un président de JO, un président de SGV ou un président de Fédé appelle le préfet et que le score aux élections chambres sont de 79%, ça donne une légitimité, et ça donne une légitimité derrière la Chambre d'agriculture, voilà, d'accompagner les sujets de transition. Moi, je pense que le projet, on a commencé à le réfléchir, mais ça va tourner autour de l'innovation, autour de la place des hommes et des femmes dans les territoires, autour de la production. Enfin, c'est notre fibre, en fait. On ne va pas réinventer l'eau chaude, sauf qu'on va avoir des adversaires un peu plus coriaces en face de nous, parce que ils ont été mis un peu sur le devant de la scène dans nos actions syndicales qu'on a orchestrées depuis le mois de novembre, depuis qu'on a retourné les panneaux. Et donc, on va avoir une concurrence syndicale un peu plus forte. Et donc, moi, j'en appelle aussi à tous les agriculteurs, les adhérents de la FDSEA. C'est qu'à un moment donné, il faut être fier d'appartenir à ce réseau. Il faut tous être des VRP aussi de l'action syndicale, de ce qu'on apporte. Et je peux vous assurer que depuis 75 ans qu'existe la FDSEA de la Marne, on a toujours été un peu pionnier, innové. On a toujours innové. On reste dans un esprit de défricheur. Et l'idée, c'est de continuer à oser pour installer demain des jeunes agriculteurs qui auront cette capacité à entreprendre sur les exploitations agricoles dans toute la diversité de nos exploitations, de nos productions. Et donc, voilà, ça va être ça. Après, notre enjeu à nous, ça va être de faire voter nos adhérents. Faire voter nos adhérents, je peux vous assurer, si tous nos adhérents de la Fédé de la Marne votent, il n'y aura pas de problème pour notre liste, mais ça va être l'enjeu essentiel. Donc, il faut voter, faire voter. Et tous ceux qui sont dans la salle, si votre voisin n'est pas adhérent, faites-le voter et essayez qu'il prenne la bonne liste. Allez, justement, vous parlez de la salle, Hervé. Il nous reste une petite vingtaine de minutes, un quart d'heure pour des questions de la salle. Alors, pour que Arnaud, qui est en visio avec nous, en duplex, entende vos questions, la première des choses, c'est de lever le bras bien haut et puis qu'on prenne le temps de vous apporter un micro pour que la question puisse être entendue et que chacun des interlocuteurs présents ici, physiquement ou en visio, puisse y répondre. Voilà, à moins que vous ayez tellement tous été bons qu'il n'y ait pas de questions. Non, voilà, monsieur avec la chemise jaune, là, tout devant, Patrick, me dit-on. Voilà, le micro arrive, Patrick. On n'attend pas Patrick, mais si. Voilà, on vous écoute, Patrick. Quand a-t-on une chance de voir la réforme sur les retraites appliquée pour nous? Ou abrogée? Non, appliquée. Alors, une réforme positive. La réforme... elle a été votée à l'unanimité par les députés le 1er décembre 2023 à l'Assemblée nationale. Et la réforme, c'est la prise en compte des 25 meilleures années sur la profession pour une application le 1er janvier 2026. Donc, bon, là, on va voir un peu ce qui se passe avec le gouvernement qui est un peu en stand-by. Mais l'engagement qui était pris, c'était celui-ci. Pour une application le 1er janvier 2026. Alors votre question, c'est d'attendre votre départ en retraite, c'est ça, Patrick? Parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui nous posent cette question-là pour savoir quand est-ce que je pars en retraite pour profiter. Bon, globalement, chez nous, les calculs qu'on fait, voilà, ça, mais c'est pas négligeable. Hein, c'est une augmentation peut-être de la retraite de 100 à 150 euros par mois. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Mais en fait, l'objectif, nous, c'est de réparer l'inégalité qu'on a depuis très longtemps et que notre calcul de retraite est pris sur notre carrière complète. On est la seule profession à fonctionner comme ça, donc c'est légitime et j'espère que ça pourra être mis en place au 1er janvier 2026, avec une période de transition avec la MSA sur le calcul de points et puis calcul par rapport aux revenus. Et donc on aura une période de transition certainement de 2 ans. Mais j'espère que voilà, le nouveau gouvernement ne va pas remettre en cause cet acquis-là. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Levez le bras bien haut, voilà, tout en haut. Oh là là, on va faire remonter un micro tout en haut, tout en haut. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, restez avec nous, Arnaud. Hein. Voilà, le micro arrive. Voilà, faites passer. On vous écoute. Bonjour à tous, c'est Louis Taille-Fumier. J'aimerais intervenir sur les innovations phytosanitaires. Alors c'est un gros mot, on n'a plus le droit d'en parler, hein, attention. On va mettre de l'herbicide, on va mettre du fongicide, on n'a même plus le droit de dire ces mots. Et le gouvernement, tout se passe bien, on peut désherber à la main, on peut tout faire à la main, mais ça c'est dans la théorie. On voit une année difficile, on voit qu'on ensiler du blé. Vous savez qu'il y a autant d'herbes que de blé. Voilà où on en est aujourd'hui. On n'a plus d'innovation
C'est un gros mot de dire BASF va sortir un nouveau produit. Moi, je suis un petit peu vieux. Avant, tous les 4-5 ans, on avait un nouveau produit. Alors voilà, et ça marchait. Et on n'a plus rien. On essaie de finir avec les produits qui nous restent, de tenir en fongicide betterave, spirale, on a ça, et il ne nous reste plus que ça, au secours. On n'a plus d'innovation. C'est un gros mot, l'innovation phyto, mais non, on en a besoin. Des années difficiles, il y en aura encore. Voilà, j'aimerais savoir si on va avoir des innovations en phyto. Avec des contraintes de plus en plus fortes, hein, Hervé, réglementaires sur les produits de santé végétale. Oui, je pense que c'est ce qu'a dit Arnaud tout de suite. Hein, c'est l'harmonisation des règles européennes, et notamment sur les produits phytosanitaires. On a besoin d'une harmonisation européenne. On voit bien qu'on a des produits qui sont autorisés chez nos voisins belges, qui sont interdits chez nous, et donc on a déjà besoin de ça, cette première harmonisation. Et puis après, effectivement, des boîtes phytosanitaires ont du mal à investir chez nous, parce que les contraintes sont tellement fortes qu'ils préfèrent se délocaliser un peu ailleurs, et puis homologuer des produits dans d'autres pays, que parfois les règles d'homologation sont tellement draconiennes et coûtent tellement cher qu'ils préfèrent aller les faire homologuer sur d'autres pays que la France. Donc ça fait partie du sujet que nous menons dans le cadre d'Ecophyto pour changer un peu de paradigme. Et quand on parle d'agroécologie, en fait, nous, derrière l'agroécologie, c'est la diversité de nos assolements. Et on voit bien que les impasses phytosanitaires nous amènent à réduire des cultures aujourd'hui. On a le cas de l'endive, on a le cas de la chicorée, on a le cas de la betterave sur les pucerons, en attendant que la génétique, elle trouve les solutions. Je sais qu'il y a des semenciers aussi dans la salle. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'interdiction sans solution, et de mettre toute la partie recherche, innovation au centre du dispositif. Et il y a des moyens qui sont mis là par le gouvernement pour accompagner tout ce volet recherche-innovation. Donc on ne va pas dire qu'il ne se passe rien. Là aussi, on a ouvert les portes, et donc maintenant, il faut que ça se concrétise. Il va être temps de finir l'Assemblée générale. Mais la recherche porte aussi sur effectivement l'innovation en matière de semences, en matière de matériel, et pas seulement en termes de produits. Hein. Oui, mais je pense que, on parle d'innovation. Nos légumiers aujourd'hui, et je vois Pascal qui est là, on a du matériel aujourd'hui intelligent qui est en train d'arriver, qui coûte très cher, certes, mais on a des caméras embarquées avec reconnaissance de mauvaises herbes, avec des pichenettes de produits phytosanitaires qui sont ciblés sur la mauvaise herbe. On peut réduire de 50 à 60% l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc si on veut de la recherche et de l'innovation, il faut aussi accompagner par l'investissement et la prise en charge d'une partie de l'investissement dans nos exploitations agricoles. Et je pense qu'Elwo, il a complètement raison. L'idée, nous, ça a toujours été de trouver des solutions grâce à l'innovation. Et c'est ces innovations, plutôt que de se dire on va interdire le produit, c'est quoi le matériel qui va nous amener les solutions demain? Voilà, le numérique, tout ce qui est téléguidage va aussi beaucoup révolutionner les choses. Mais il faut nous laisser le temps. Et quand on parle de revenus, en fait, les transitions coûtent cher. Et quand on revient à nos actions syndicales, c'est ça aussi, quoi. C'est... Je crois qu'il y a une petite impatience à passer au pot de l'amitié. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Levez bien haut la main si vous voulez poser une question. Si, pour que on vous entende, que Arnaud vous entende aussi, s'il veut vous répondre. Voilà, allez-y. L'homme qui a fait peur au Premier ministre. Non. Je m'adresse à Hervé. Suite à ce qu'on a entendu, les résultats, tout ça, politique et tout ça, je me dis comment tu fais pour avoir la niaque? Parce que tout le boulot qui a été fait depuis je ne sais quand, mais bien plus encore, on parlait tout à l'heure de l'organisation des manifs, et puis toute l'équipe syndicale, tout ça, on voyait quand même passer des messages à des 22, à des 23, il n'y avait pas d'heure. Et il y a eu du boulot de fait énorme. Et je me dis, les pauvres, le pauvre, mais je me dis, bon sang, mais tout ce qu'il a fait, toute l'énergie, et puis tout ce qu'il a fait au détriment sans doute de sa famille, qu'on ne sait pas, etc. Mais je dis, il y en a combien de pourcentage à jeter? Et quand on dit à un paysan, tiens, tu vas prendre 2 heures pour faire ci, pour faire ça, oh ben attends, j'ai déjà fait. Non. Et tout ça se compte en années humaines. Et donc je me dis, comment tu fais, suite aux résultats des élections, quel pourcentage il y a de fichus en l'air depuis 6 mois de travail, admettons, ou 1 an, et comment tu fais pour avoir la niaque? C'est émouvant comme question. Oh oui, on le connaît un peu.
Non, ben, je pense que c'est l'équipe, hein. Enfin, c'est le collectif, c'est tout ça qui nous donne la niaque. Et puis je pense que bon, moi j'ai une histoire personnelle, mais mes parents sont dans la salle et puis mon épouse aussi. Mais je crois que j'étais pas fait trop pour ça au début, pour le syndicalisme. Je dois avoir un peu ça qui est coulé dans le sang. Et puis voilà, les valeurs collectives. Et puis l'humanité qui est autour du réseau syndical, que ce soit la Fédé de la Marne, la FNSEA, c'est aussi très fort. Et puis juste pour dire rapidement, pour pas être trop long, je crois qu'en fait c'est des gars comme toi qui me motivent. Arnaud, vous voulez dire un mot aussi sur l'engagement. Alors même si vous venez de remettre votre mandat, mais voilà sur l'engagement personnel que ça implique et comment garder la niaque. Oui, ben, c'est vrai que ça prend du temps, mais je crois que c'est ce que dit Hervé, c'est que finalement on l'a dans les veines et d'ailleurs je vous remercie de me le faire vivre un petit coup pour me faire entrer en retraite gentiment, mais non, mais c'est quelque chose que vous avez en vous et moi je rejoins assez Hervé. Ce qui motive et ce qui nous a donné aussi la niaque, c'est de voir toutes ces agricultrices, ces agriculteurs mobilisés sur le terrain, qui y croient, qui disaient allez-y les gars, on est derrière vous, lâchez rien, on lâchera rien. Enfin, c'est une forme de bulle qui se crée, c'est une forme de souffle qui arrive du terrain qui vous porte et qui vous motive. Et puis après, ben, c'est dans les veines, mais je pense que ce qui nous motive le plus au monde, c'est que ben, tout comme ceux qui sont dans la salle, c'est qu'on est amoureux de ce qu'on fait. C'est que le matin, quand on se lève, on est fier d'ouvrir les portes de notre bâtiment pour voir les vaches ou de monter dans notre tracteur pour aller cultiver nos céréales. Et je pense que c'est ça qui nous anime. Et on sait que la cause qu'on défend, elle est juste. On sait que la cause qu'on défend, elle permet à tout à chacun de pouvoir vivre, parce que sans nourriture, on ne vivra pas. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que ben, on est des amoureux de ce qu'on fait et que ben, malgré tout ce qui nous arrive, et comme dimanche soir, on pourrait se dire tout est foutu, ben, moi, je reste convaincu que non, parce que tout bien malin, ceux qui seront élus, ils se rendront vite à une évidence, c'est qu'exercer le pouvoir, on est vite mis au pied des responsabilités. Et que ce qui aura été mis sur la table, ben, ça leur servira de base pour continuer s'ils ne veulent pas revoir des paysans, des agricultrices, des agriculteurs nombreux dans les rues en fin d'année. On termine sur ces notes positives, Hervé.